Donc, on va passer à la deuxième partie de la séance avec une communication de Frédéric Guignard, donc, qui est doctorant à l'Université de Lausanne. Il effectue une thèse provisoirement intitulée L'autre côté du soleil, postérité des utopies féministes en littérature contemporaine de l'imaginaire, de 69 à 2019, sous la direction de Dominique Kutt-Westerhoff et Irène Langlais. Son travail porte principalement sur des questions esthétiques et sociocritiques en littérature contemporaine, sous l'angle du genre, et il traite en particulier d'enjeux autour de la postérité des utopies féministes des années 70 en littérature de l'imaginaire. Donc, sa communication s'intitule Le paradigme fuyant, théorème d'incomplétude de l'ASF. Je te laisse la parole, Frédéric. Voilà, merci beaucoup. Peut-être d'abord, merci beaucoup à Margot et à Nadège pour l'organisation de ce séminaire en particulier, et puis du séminaire doctoral de manière générale, qui est vraiment une occasion unique et très stimulante de s'intéresser à ces textes fondateurs. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'autre papa de la théorie critique moderne de SF, envers lequel je n'ai définitivement aucune pulsion meurtrière, puisque je vous propose une lecture attentive de l'article de Marc Angenot de 1978 dans Poétique 33, intitulé « Le paradigme absent, élément pour une sémiotique de la science-fiction », ainsi que de sa réception critique francophone. Cet article, c'est peut-être la tentative la plus heureuse de caractériser le processus de signification science-fictionnelle dans sa distinction d'avec le protocole réaliste. Il a une postérité importante en termes de recension, toujours prolongée et rarement opposée. Il a aussi peut-être une approche un peu moins politique, moins évaluative et moins technocentrée que celle de Suvin, qui est quasiment contemporaine par bien des aspects, mais la complète. On va prendre la perspective textuelle immanente des signes, des mots, des phrases, etc., plutôt que son effet à la lecture, donc l'aspect cognitif. De plus, Angenot se garde bien de toute volonté totalisante. Il s'agit bien d'un a priori méthodologique qui laisse le champ libre à des approches sémiotiques plus spécifiques, mais aussi cognitives, de réception, sociocritique, etc. L'article est structuré en 7 parties, découpées de façon relativement arbitraire, ce qui explique que j'en sauterai certaines. Le succès critique de l'article doit sans doute beaucoup à la pertinence, l'ouverture et la polysémie de son concept central, qui est l'objet de la première partie, le paradigme absent. Il vise à caractériser la dissonance entre la cohérence syntagmatique, la reconnaissance a priori de la cohérence du code langagier à la lecture, des signifiants et de leur assemblage, et l'absence de signifié stable ou même envisageable parmi les possibles. C'est donc à l'interne de la structure du signe que se joue l'inquiétante étrangeté du texte science-fictionnel et non pas dans sa référentialité. Les référents de Madame Bovary, pour prendre un exemple réaliste, de Odo, pour prendre un exemple science-fictionnel, ou même de Yverdon-les-Bains, pour prendre un référent réel, dans un texte fictionnel, ne référant jamais directement au réel, mais bien à un double fictif. Angenot métaphorise la condition de lecture de SF en prenant l'exemple d'un baigneur qui arrive sur une plage déserte où flotte un drapeau jaune. Ce drapeau est un signe ou signal. Pour le comprendre, et notamment savoir s'il est possible de se baigner, il faut pouvoir le comparer à d'autres signes, drapeaux rouge, vert ou noir, qui sont les classes complémentaires du signe, qui permettent de lui donner un sens toujours arbitraire. Par ailleurs, d'autres types de signes, des gros nuages noirs dans le ciel ou des vagues hautes, permettent d'établir le paradigme global des signes relatifs à la baignade. Ici, vous l'avez compris, le baigneur est la lectrice de science-fiction, le drapeau jaune est le novum, ou plutôt le mot fiction, et la météo est la connaissance préalable de la science-fiction qu'a justement cette lectrice. Angenot propose d'abord du paradigme une définition restreinte. Le paradigme noétique est simplement vu comme l'ensemble des signifiés possibles. Pourtant, le paradigme désigne tout aussi bien la ressaisie de cet ensemble de signifiés dans une compréhension totalisante. C'est donc à la fois le nom de l'ensemble et de son processus de signification.
La terminologie angenote définit également le paradigme comme, et je cite, « l'économie des classes complémentaires aux signes », rappelant le drapeau et ses collègues multicolores. En science-fiction, le paradigme ne peut jamais être donné a priori, et il faut se résoudre à extrapoler des paradigmes partiels, qui peuvent être biologiques, techniques, anthropologiques, etc., qui ne donnent que partiellement la clé du monde créé. De même que l'arithmétique a son théorème d'incomplétude, la science-fiction subit elle aussi l'ajout de propositions indécidables, des signifiés en l'espèce, sans pouvoir jamais enclore le paradigme qui les régit, et pour cause, il n'existe pas, sinon comme position logique. Et c'est ici que l'homologie entre processus de signification et ontologie diégétique est à son comble. Est permis d'exister, diégétiquement, ce qui est paradigmatisable, aussi illusoire que soit la volonté de stabiliser le paradigme. Je cite encore, « Le champ noétique, la manière de comprendre la situation de baignade, dans notre exemple, le champ noétique est toujours partiellement absent et en fait trompeur car inexistant dans son économie intégrale. » Fin de citation. Le mode de signification structurelle invite à comprendre le sens en fonction des signes qui pointent les uns aux autres, alors qu'il n'est pas possible de clore cet ensemble et d'en établir la logique interne, processus à la fois sémiotique et sémantique. Pourtant, elle existe fonctionnellement, toujours repoussée. D'où ma reformulation de paradigme absent en paradigme fuyant, j'y reviendrai. Ce qui manque en effet à cette perspective structurale synchronique, c'est la dimension diachronique. Le paradigme n'est pas seulement absent, il est incessamment revisité, les classes complémentaires du signe étant dépendantes de l'ajout de signes qui viennent le reconfigurer. Le champ noétique n'est pas plus complet à chaque nouveau signe, mais répond à une économie légèrement différente. Je cite encore, « La SF est utopique tant dans son effet idéologique que dans son mode de décryptage. » Encore une fois, la polysémie du paradigme et la structure parallèle du processus signifiant et de l'instanciation diégétique montrent la force d'une lecture sémiotisante. L'effet idéologique, qu'on pourrait aussi appeler cognitif pour rejoindre Suvin, est identifié au mode de décryptage, puisqu'on ne peut pas dissocier signification, cognition et diégèse. Les mondes de science-fiction sont de l'étoffe dont sont faits les paradigmes partiels que le baigneur, respectivement la lectrice, recompose. Si la réception critique francophone de cette première partie est presque unanimement approbative et représente une partie importante de l'axiomatique de la théorie de science-fiction, une voix discordante s'élève malgré tout. Simon Bréant, dans son ouvrage « La science-fiction en France » de 2012, soutient un avis contraire. Selon lui, toute fiction, réaliste ou non, fonctionne avec des paradigmes absents et la distinction relève de l'arbitraire lié à un état particulier de l'histoire littéraire. Sa lecture d'Angenot est toutefois partielle, je le cite. La différence se fait pour lui, donc Angenot, dans le processus de la référence. Alors que les récits réalistes emploient des mots qui désignent tous un référent réel, certains mots de la science-fiction n'ont pas de référent du tout, et le lecteur doit leur supposer des référents. C'est en page 269, fin de citation. Pourtant, c'est précisément ce que tente d'éviter Angenot. Aucun signe fictionnel ne pointe vers le réel, mais vers une image qui suit ou non le même paradigme que le réel. Le paradigme d'une lecture réaliste, s'il n'existe jamais dans son entièreté encyclopédique, avec ses détails vivaces et ses itérations particulières, est parfaitement saisissable a priori. Je le cite encore, « En principe, le réalisme est la règle et la science-fiction l'exception. Mais l'objectif de Marc Angenot étant de mettre en valeur l'exception, il a tendance à modeler la règle à partir de ce qu'il considère comme un cas particulier. » Mobilisant une approche sémiotique de textes contemporains, empirique et non une approche transcendante, il part de critères sur un état particulier de la littérature et des textes, qui est le défaut accordé à la littérature réaliste et la minorisation des protocoles non réalistes. C'est donc une approche immanente qu'il défend à plusieurs reprises pour éviter l'idéalisme poétique. Je cite encore Bréant, en venant à son hypothèse principale, « Tous les paradigmes de ces fictions sont absents au même degré, même s'il est plus difficile de l'admettre dans le cas du récit réaliste, qui est fondé sur le déni de fictionnalité. » Fin de citation. Sans entrer dans des débats de théorie de la fiction, on ne peut en tout cas pas dire que les paradigmes de ces fictions sont absents au même degré. Ces paradigmes partiels s'opposent au paradigme absent, singulier de la science-fiction. Il y a clôture du paradigme réaliste,
ou matérialiste rationnel pour reprendre la terminologie Brehan, et du protocole selon lequel inférer avec des effets de limite bien entendus. Le paradigme absent n'est jamais clos. L'opposition théorique semble ici surtout axiomatique. Brehan propose sa propre catégorisation poétique plus fine qui est incompatible avec la distinction quasi-ontologique d'Angenot. De plus, et ainsi que le relève Brehan, le paradigme absent fonctionne aussi à des degrés divers pour d'autres sous-genres de l'imaginaire, qu'on les appelle merveilleux, fantastiques, fantaisistes avec Y, où l'intertextualité a peut-être un rôle plus fort à jouer sur la paradigmatisation du monde fictionnel. Ce bémol nous force également à ne pas céder à l'illusion d'équivalence entre système sémiotique et instanciation diégétique. Angenot encore, en page 77, la science-fiction veut donner à croire à la possibilité d'une totalisation des énoncés en forme de paradigmes mentaux, le champ noétique étant homologue aux structures du monde de fiction. Même s'il y a impossibilité d'une totalisation des énoncés, toujours raccrochés à un paradigme partiel et incomplet, il n'empêche que les structures du monde de fiction sont bien homologues au paradigme partiel, particulier, reconstruit à partir du système sémiotique. Il faut toutefois bien comprendre que c'est une ruse, selon le mot d'Angenot, un artifice, dans la mesure où la structure totale du paradigme et le monde de fiction dont son intelligibilité complète sont toujours absents. En page 82, le récit de science-fiction doit donner à croire à ce qui n'énonce pas et ne peut énoncer l'univers complexe continu aux phénomènes rapportés. Et pourtant, cet univers complexe existe comme paradigme partiel. Cette dichotomie entre présence et absence, il la reconnaît lorsqu'il invoque, c'est une citation, des paradigmes à la fois offerts et refusés. Plus qu'un paradigme absent, il s'agit bien d'un paradigme fuyant, récursif, mutant, oserais-je même cyborg, un assemblage de signes connus et inconnus que l'irradiation syntagmatique fait tenir dans un tout, le mirage paradigmatique. La seconde partie de l'article, néologie et mots-fiction, permet d'évacuer le néologisme comme jeu lexical stérile. Le travail de création lexicale en science-fiction est producteur de sens, en ce qu'il ne vient pas suppléer un contenu ou emplacement manquant pour désigner un référent nouveau, mais qu'il se construit dans le système sémantique par dérive, association, irradiation cotextuelle et contextuelle. Si Angenot sépare naïvement les mots censés simuler une évolution de la langue et ceux appartenant à une civilisation extraterrestre, ce qui désigne sous le terme exolinguistique, une division qui est bien diégétique, il rappelle toutefois leur analogie sémiotique. On comprend que le mot fiction est un déclencheur qui déstabilise l'entier du système sémantique et distille son brouillage paradigmatique. Les intuitions d'Angenot sur ce point restent néanmoins au stade embryonnaire, ce qui permet à Richard Saint-Gelais ou Irène Langlais de prolonger la réflexion à son invitation. Saint-Gelais d'abord, dans son Empire du pseudo-modernité de la science-fiction paru en 1999, propose une étape conceptuelle supplémentaire décisive avec l'introduction du concept de xéno-encyclopédie dérivé d'Umberto Eco. Si, je cite, la lecture de récits réalistes procède par application massive et dans une large mesure inconsciente de données encyclopédiques préalables, fin de citation, la SF procède de façon analogue mais pas identique. Si l'encyclopédie réaliste est plutôt stable, la xéno-encyclopédie ne l'est pas du tout. Citation encore, le lecteur n'a d'autre choix que de procéder à des réajustements encyclopédiques. Ajouts, retraits ou altérations rendent alors impossible une identification stricte de l'encyclopédie préalable du lecteur et de celle posée ou présupposée par le texte. Le terme encyclopédie peut néanmoins rebuter. Il est le lieu de la stabilisation du sens, de la correspondance stricte, injective, diraient nos collègues matheux-matheuses, entre un signifié et un ou plusieurs signifiants, ce qui est l'inverse de la perspective dynamique qui est mise en place avec un système sémiotique. Il n'est non plus rien de moins cognitivement stimulant que d'aller rechercher dans une encyclopédie, si l'on prend la métaphore un peu littéralement. L'efficacité du concept saint-gelésien parle néanmoins nettement en sa faveur, en prolongement d'Angenot. Je cite Saint-Gelais, « L'altérité des récits réalistes est triviale en ce sens qu'elle n'a pas de répercussion encyclopédique. Le lecteur qui reconnaît la fictivité de tel personnage n'en déduit pas pour autant que le monde qu'il habite relève d'une encyclopédie différente. L'altérité des récits de science-fiction, elle, n'est pas circonscrite aux personnages et aux circonstances, elle affecte les principes généraux régissant le monde fictif. »
Cette formule limpide lui permet d'enchaîner sur la tension entre didactisme et illusion référentielle, dans une perspective cette fois narrative et non plus simplement de lecture. Ce que Saint-Gelais appelle la stratégie didactique, ou qui sera appelé ailleurs segment didactique, est généralement une catastrophe puisqu'étrangère au récit, où l'irradiation syntaxique sémantique règne. Elle se rapproche davantage du traité et autres discours discontinus, du régime ontologique minimaliste, pour reprendre la terminologie de Bréant. Le danger, mettre en péril l'illusion référentielle par la définition, pôle terminal du didactisme. Mais la narratrice n'a pas le choix. Pour garantir l'intelligibilité du texte, il faut une dose didactique suffisante, l'équilibre étant garant de la qualité et de la lisibilité du texte de SF. Saint-Gelais note encore l'évolution générale de l'encyclopédique au narratif dans l'histoire littéraire de science-fiction, avec une maîtrise progressive des codes du didactisme. C'est à ce stade-là qu'intervient peut-être tout de même une hiérarchisation en fonction de ce modèle poétique, tant chez Saint-Gelais que chez Angenot. On retrouvera ainsi plus facilement dans leurs corpus respectifs Le Guin ou Damasio que Bordage ou les Henneberg, dans cet évitement du sens stable et univoque, sans la paresse de puiser dans la xéno-encyclopédie existante ou de couper immédiatement les possibles avec un segment didactique. Angenot, en page 84, les résumés de récits de SF sont toujours d'une platitude qui ne rend pas compte de l'intérêt possible du texte. Fin de citation. Précisément parce qu'ils figent des paradigmes souvent revus, sans prendre en compte la nature profondément mouvante du système sémiotique SF. Paradoxalement, les livres de science-fiction qui seraient les plus fidèles à leur quatrième de couverture seraient ainsi sans doute les moins bons. La quatrième partie de l'article, intitulée « De l'énoncé présent au paradigme absent », permet de préciser la potentialité des lunettes sémiotiques. Angenot propose d'élargir la notion de paradigme, ne pas la limiter aux signes linguistiques, mais l'étendre à l'ensemble des configurations sémiotiques, c'est en page 81. Ainsi, tout médium sera susceptible d'être analysé à l'aune de ce paradigme absent, ce qu'Angenot et Allihi se gardent bien de faire, attentif à cela, à l'obligation d'immanence textuelle. On imagine pourtant l'écart entre un médium qui dit versus un médium qui montre, et dès lors doit opérer bien davantage de détermination, comme a pu l'évoquer Margot Châtelet. Enfin, les parties 6 et 7 concluent de façon magistrale la très grande densité conceptuelle et analytique d'Angenot. En page 87, Angenot synthétise l'enjeu sémiotique et didactique. Le récit de SF comporte une dérogation maîtrisée, il oscille entre l'écart et sa normalisation. Cette tension est définitoire du genre et du paradoxe essentiel qui le tient. Sur le travail narratif de vraisemblance qui découle de cette tension, tout est encore à faire. Je le cite encore, il y a un travail à faire sur cette rhétorique du vraisemblable avec ses procédés d'authentification et ses ruses topiques. Il est pris au mot par Irène Langlais qui propose un catalogue exhaustif de ces procédés dans son ouvrage La science-fiction, lecture et poétique d'un genre littéraire de 2006. Qualifiant l'article d'Angenot de tentative poétique, ce qu'Angenot ne stipule pas expressément, mais qui parcourt les 16 pages serrées de son article, Langlais identifie deux opérations concomitantes, je la cite, une opération de linguistique structurale destinée à donner un référent imaginaire à des mots comme Bernitel ou Vaubax, et une opération sociolinguistique destinée à extrapoler l'état de société où ce mot et son référent prennent place. C'est en page 25. Si la formule est éclairante, elle minimise quelque peu la portée du paradigme absent. Le sociolinguistique est une conception minimale de ce qu'instancie le paradigme absent. Ce n'est pas simplement à extrapoler l'état de société où ce mot et son référent prennent place que sert le paradigme absent, sinon on penserait plutôt au cas particulier de l'utopie, mais également à déstabiliser la conception anthropologique, épistémologique, esthétique que la lectrice a du monde qui lui est offert. C'est une rupture avec le protocole réaliste, non pas total, mais du moins qui menace potentiellement sur tous les plans cognitifs. Une fois le plan théorique stabilisé, il s'agit de s'attaquer aux configurations effectives et aux paradigmes partiels construits. Je cite Langlais, c'est précisément ces paradigmes à construire qui renvoient le propos strictement poétique, en tant qu'étude des fonctionnements textuels du récit, à une enquête sémiotique. La construction de signification ne se fait pas n'importe comment. Il y a donc le projet de s'engager dans ces machineries textuelles science-fictionnelles. La typologie langloise propose ainsi de séparer les déclencheurs en trois grandes familles. D'abord, les mots fictions, en gardant la dénomination d'Angenot, déclencheurs les plus immédiatement repérables
et qui pourrait être la seule dissonance à une lecture peu attentive. Souvent davantage qu'un référent vide dans l'encyclopédie commune, le mot fiction s'inscrit dans l'acclimatation d'univers autres. Cite la page 32, les mots fiction peuvent donc engager bien plus qu'un décor science-fictionnel et la quincaillerie futuriste qui la compose, pour peu qu'on le lise dans son tissu narratif avec toutes ses résonances. C'est la leçon sémiotico-poétique qu'Angenot ne cesse de rappeler. Le signe SF est beaucoup plus interdépendant des autres parce qu'il n'existe paradigmatiquement qu'avec les autres. L'altérité discursive, quant à elle, diffracte le novum dans toute la phrase, voire le paragraphe. Je cite encore. Si le brouillage est de même nature que le mot fiction, il engendre une attention de lecture plus grande. Cet effet rhétorique peut s'étirer jusqu'à recouvrir l'ensemble de l'enjeu narratif, comme le fameux exemple de Priest, I had reached the age of 650 miles, qui est rendu par l'encore plus heureux, j'avais atteint l'âge de 1000 km. Elle propose aussi une analyse plus poussée que Saint-Gelais du paratexte, vue comme face énigmatique d'un genre à énigme, où ce qui est élucidé est non pas diégétique, à recherche d'un coupable, mais extradiégétique. Cette définition pousse à l'extrême l'intrication entre sémiotique et cognition. L'anglais toujours, loin de pouvoir se résumer en axiome encyclopédique, la cohérence du monde imaginaire se fabrique à partir des sentiments du lecteur, de sa plus ou moins grande identification au personnage, de l'étendue plus ou moins grande de sa culture scientifique et technique, historique ou littéraire, de son immersion dans l'histoire, consentie avec plus ou moins de distance ironique. C'est en cela que la notion de paradigme, à l'intersection entre structuralisme formel et ressaisie cognitive, développe toute sa potentialité. La dernière partie conclusive de l'article d'Angenot ne dit pas autre chose avec cette punchline décisive. Pour la science-fiction, nécessairement, la carte est le terrain. C'est en page 88. C'est-à-dire que si la littérature réaliste peut s'étendre infiniment sur son propre plan d'intelligibilité, et avec une certaine facilité, la lectrice de science-fiction navigue à vue sur une carte qui est provisoire et qui ment sur la possibilité de sa complétude, toujours en terra incognita. En résumé et en conclusion, l'approche sémiotique d'Angenot entérine une vision dynamique du genre, j'ose le terme science-fictionnel, à l'opposé des conceptions thématiques accidentellement achoppées à des figures figées, robots, extraterrestres, etc., qui prévalaient jusque-là. Un sense of wonder toujours réactualisé et qui ne peut s'éteindre. Peut-être là aussi est la distinction d'avec sa sœur merveilleux fantaisiste qui va chercher à stabiliser au plus vite des paradigmes certes absents, mais plus rapidement démasqués. La perspective sémiotique et son interaction avec les autres phénomènes de lecture trouvent son efficacité maximale dans une compréhension dynamique de son concept central, le paradigme présent-absent, fuyant. Celui-ci subsume de façon remarquable l'attention structurelle qui fait tenir debout l'édifice branlant de la construction science-fictionnelle. Angenot démontre par là son théorème d'incomplétude de la science-fiction qui condamnera toujours la lectrice à une lecture attentive des œuvres du genre.